Chers amis, bonjour. Bienvenue sur Open Box TV, l'émission de géopolitique, de géostratégie d'Alain Juillet. Et un merci tout particulier à ceux qui nous soutiennent sur Tipeee pour maintenir cet espace de liberté, de libre expression dans le respect de notre ligne éditoriale. Alain Juillet, bonjour. Bonjour. Je suis ravi d'être à vos côtés aujourd'hui parce que vous allez nous parler d'un pays, la France, deuxième puissance mondiale. Alors là, je vous laisse nous en dessiner le contour parce que je suis impressionné. Alors écoutez, d'abord, quand on parle de la France, il faut bien reconnaître qu'on accumule les problèmes et on les voit et on a beaucoup de problèmes, on perd pied dans beaucoup de domaines. Regardez, vous citiez nos positions sur le plan du produit intérieur brut, qui est une référence mondiale pour classer les pays. On était 4e, puis 5e puissance mondiale. On est maintenant 6e, mais l'Inde nous a passé et bientôt on va être 7e. Et en définitive, on a une dégradation. Mais il n'y a pas que nous. Les Allemands aussi, peu à peu, se dégradent. Enfin, tous nos pays occidentaux, aujourd'hui, occidentaux européens, perdent pied par rapport à d'autres pays dans le monde. Alors la question, c'est, nous qui sommes une grande puissance, qui restons une très grande puissance, comment peut-on tirer notre épingle du jeu, alors que sur le plan économique, peu à peu, les pays, en particulier d'Asie, sont en train de prendre le leadership au niveau mondial. Comment faire? Et alors là, quand on regarde la France, on s'aperçoit qu'il y a un domaine dans lequel on a une position extraordinaire, avec tout de suite un corollaire, mais est-ce qu'on l'exploite vraiment? C'est la mer, c'est le domaine maritime. On nous a toujours dit qu'on était la deuxième puissance mondiale au niveau maritime, avec des caractéristiques très différentes des autres. Et à partir de là, on peut extrapoler en réfléchissant à beaucoup de choses pour notre pays dans le futur, et son futur. Alors, pour en parler, j'ai été chercher quelqu'un que je considère comme un véritable expert de ce problème, l'amiral Loïc Finas, qui a été le patron de l'école de guerre, et je peux le dire parce que je l'ai vu, un patron de l'école de guerre qui a essayé d'insuffler aux militaires une vision du monde qui n'était pas uniquement la vision convenue. Ce qui n'est pas si fréquent, je le dis, amiral, chez les militaires. Et puis aussi... Chez tout le monde, oui, pas que chez les militaires. Non, mais c'est vrai, vous avez raison, parce que c'est un peu un lot commun. Et puis derrière, c'est aussi le fondateur de la Fondation de la mer. Donc qui mieux que lui, qui donc embrasse l'ensemble de ces problèmes, et les a étudiés, les comprend, qui mieux que lui pouvait discuter avec nous du problème majeur de nos espaces maritimes. Alors, amiral, bonjour. Bonjour et merci de m'accueillir. Ravi de vous voir. Et j'ai une première question, si vous voulez, c'est, nous sommes, alors la deuxième puissance, on dit que nous sommes la deuxième puissance mondiale au niveau des espaces maritimes, mais je crois que vous pouvez nous corriger ça, nous préciser ça de manière un peu plus approfondie. Oui, alors si vous me le permettez, nous ne sommes pas la deuxième puissance mondiale. On dit, à tort, et je vais vous dire pourquoi je pense que c'est à tort, on dit que nous avons le deuxième territoire maritime du monde, ce qui d'ailleurs nous lègue des vraies responsabilités. Je pense qu'on va en reparler. Moi, je pense, et je suis même convaincu, qu'on peut dire que nous avons le premier territoire maritime du monde pour plusieurs raisons d'importance inégale. La première raison, qui est la moins importante, c'est que l'écart entre les États-Unis, qui étaient juste devant nous avec 11,350 millions de kilomètres carrés, et la France, 11,035, en fait, on s'est aperçu que ces chiffres étaient faux et pas très bien calculés. Donc, l'écart étant si minime, on peut commencer à se poser la question, mais beaucoup plus intéressant, avec un programme des Nations Unies qui s'appelle Extraplac, qui permet d'étendre les territoires maritimes au fond marin, sur les plateaux continentaux, programme dont les États-Unis ne peuvent pas jouir parce qu'ils n'ont pas signé la Convention de Montego Bay, mais dont la France profite. En fait, on est déjà passé en termes d'espace devant eux. Et beaucoup plus intéressant encore, même si c'est plus de l'ordre du symbolique, mais le symbole a son importance. Les États-Unis ont un grand territoire maritime grâce à leurs eaux côtières, si je peux me permettre ce raccourci rapide, et uniquement, quasi uniquement, ce qui n'est pas le cas de la France, qui a des territoires maritimes sur toute la planète. Et on peut dire, et c'est quelque chose que tout le monde devrait connaître en France, nous sommes aujourd'hui le seul pays au monde sur lequel le soleil ne se couche jamais. Et donc ça fait de nous, effectivement, le pays qui a le premier territoire maritime. Il se trouve en plus qu'avec tout ce qui se passe pour les fonds marins, au-delà du programme Extraplac, les grands fonds marins, nous sommes, et là de très très loin, le premier pays au monde par la superficie de ces grands fonds marins.
Alors, je retiens une chose, plusieurs choses dans ce que vous venez de dire, mais alors, il y en a une en particulier, c'est que moi, j'ai fait partie de ceux qui ont appris dans les livres d'histoire. À l'époque de la reine Victoria, on disait que l'Empire britannique était tel que le soleil ne se couchait jamais. En définitive, aujourd'hui, les Britanniques, ils n'ont plus cela, et c'est nous, les Français, en vous écoutant, et je trouve ça formidable parce que ça donne je dirais une dimension de souveraineté extraordinaire, c'est nous qui sommes dans la même position avec le soleil qui ne couche jamais sur l'espace maritime qui est le nôtre. En tout cas, cette très belle phrase, pleine de poésie, mais aussi Ouais. de responsabilité Oui. et de conséquences géopolitiques, c'est à la France qu'on peut l'attribuer. Oui, oui, je le répète, nous sommes le seul pays sur lequel le soleil ne se couche jamais, ce qui d'ailleurs nous lègue des vraies responsabilités, mais encore faut-il le savoir, le reconnaître, l'assumer et en tirer des conclusions pour la France, et je pense aussi pour l'Europe, et d'une manière générale pour le monde. Hein. Alors je voudrais revenir sur un point, parce que surtout pour nos auditeurs qui ne sont pas forcément au courant de ce genre de choses, c'est les accords de Montego Bay sur justement les zones d'expansion et de contrôle maritime, vous le disiez, le contrôle du plateau continental, c'est-à-dire qu'on peut élargir, je dirais, la distance de contrôle de chacun des pays pour sa partie maritime. C'est dans la zone, la ZEE, oui, c'est ça, la zone ZEE. exclusive économique, vous avez une responsabilité sur l'ensemble de cette superficie C'est ça. jusqu'au fond. Jusqu'au fond. Oui. Ensuite, il y a sur le plateau continental, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, le programme extra-plaque, lorsqu'il y a la continuité du plateau continental, au-delà des 200 000 nautiques qui correspondent à la superficie que vous avez, il y a extension de votre zone de responsabilité pour les fonds. Et puis sinon, près des côtes, vous avez les 12 000 nautiques qui sont les eaux territoriales. Oui, territorial, qui est autre chose. Et c'est ça, ce territoire Et ça, il faut bien maritime, comprendre, oui. et qui vous donne à la fois la possibilité, la capacité de faire un certain nombre d'exploitations, mais aussi la responsabilité de protéger, c'est absolument fondamental, et c'est tout ce territoire-là qui est concerné. Et effectivement, tout ça provient d'une convention internationale qui est celle de Montego Bay, qui est très intéressante à plus d'un titre. D'abord parce que c'est un très bel exemple de l'intérêt du multilatéralisme lorsqu'il est intelligent, pensé et qu'il s'incarne. La deuxième raison pour laquelle c'est intéressant, c'est qu'à partir de la Convention de Montego Bay, qui donc règle les droits en gros de la mer et des espaces maritimes, beaucoup de choses sur le droit international, le droit aérien vont être inventées en copiant ce qui a été fait par les communautés maritimes. Et troisième élément très intéressant, c'est que la France a une part prépondérante dans Montego Bay, en particulier la marine française par ses commissaires de marine, qui sont des juristes de haut vol. Et donc on voit bien avec cet exemple combien on peut additionner les actions positives et combien la France a là un vrai rôle à jouer et que quand elle le joue, non seulement elle en profite, mais le monde entier en profite. Et je crois que ça n'est pas prétentieux que de penser ça. C'est une véritable exigence. Il serait prétentieux de dire « nous sommes parce que nous avons le premier territoire maritime, la première puissance mondiale ». Pas du tout, pas du tout. Mais se dire que ça nous donne des responsabilités. Et ces responsabilités, notre génie français, on va se mettre au service de ces responsabilités. Et pas seulement pour nous, la France, pas seulement pour l'Europe, qui a bien du mal à comprendre la chance qu'elle a d'avoir ce grand pays maritime qu'est la France en son sein, mais pour le monde dans son ensemble, parce qu'on a un exemple intelligent à donner, et en particulier au service du multilatéralisme qui va si mal en ce moment. Ce sont des exemples très positifs qu'on devrait rappeler plus souvent pour montrer qu'il ne faut pas désespérer, qu'on peut agir pour le bien de tous. Ça. Je voudrais, dans ce cadre-là, alors, ça m'a fait penser à quelque chose en vous écoutant, c'est le fait que vous l'avez expliqué, vous avez dit, les Américains n'ont pas signé Montego Bay, les autres ont signé, les Chinois, les Russes, les Français, bien entendu, puisqu'on a été à l'origine, vous venez de le rappeler. Et alors, quand on voit ce qui se passe en mer de Chine, je vais sortir un petit peu, mais on va revenir à la France, j'oublie pas, mais parce que je pense que c'est intéressant. Quand on voit en mer de Chine, les Chinois qui, au nom de l'accord de Montego Bay, nous disent « mais attendez, la zone d'expansion économique, la ZEE, pour nous, c'est pratiquement toute la mer de Chine. Ils vont très loin, puisqu'ils vont partout. » On voit les Russes qui nous disent le passage du nord-est qui va se libérer des glaces probablement progressivement et qui va permettre le passage par le nord d'une route maritime. Ils disent « mais ça, c'est chez nous ». Et les Américains qui n'ont rien signé disent « c'est pas vrai ». Alors, comment on peut, et sans épiloguer sur les uns ou sur les autres, mais qu'est-ce qu'on peut dire en réalité? Qu'est-ce qu'il faut prendre comme référence pour... C'est les zones territoriales où on n'a pas le droit d'aller, où est-ce que ces zones,
ces ZEE, est-ce qu'on peut mieux les contrôler au niveau d'un pays? Parce que nous, on va se poser le problème, je vais y arriver après, hein, c'est avec tous les espaces maritimes que vous avez mentionnés et sur lesquels on va bien sûr étudier la position française. Je crois que, même si je ne suis pas un spécialiste du sujet, je crois que Montego Bay est probablement perfectible, mais déjà une très bonne base de départ. Sauf que ensuite, et donc les principes de Montego Bay sont à défendre et appliquer. Mais pas dans un jeu de menteurs et de dupes. L'exemple de la mer de Chine en est le plus parlant. Donc effectivement, les Chinois profitent des principes de Montego Bay pour dire c'est chez nous. Sauf qu'ils oublient qu'ils ne sont pas tout seuls. Exactement, il y a c'est le ça, Japon, j'allais vous dire. Il y a les Philippines, il y a le Vietnam. Oui. Et donc Et Montego Bay, c'est pas moi, mais rien à non, vous. puisque justement Montego Bay explique, Mhm. lorsqu'il y a un territoire à se partager, quelles sont les règles pour se partager. Le problème, c'est que les Chinois le lisent à sens unique et en font une lecture comme si en mer de Chine, ils étaient seuls. Alors certes, elle s'appelle la mer de Chine, Oui, mais il se trouve qu'elle est bordée par un certain nombre de pays et pas seulement par eux. Et donc, ils nient aux autres l'existence maritime qui est la leur. Mais parce que là, alors là, on n'est pas dans Montego Bay, on remonte à beaucoup plus loin, on est dans un rapport mélien, dans le dialogue mélien. Le dialogue mélien, c'est cette histoire où Athènes débarque à Mélos et il dit il faut payer le tribut, vous faites partie de la Ligue de Délos dans la guerre contre Sparte. Et Mélos répond on est une petite tribu neutre, c'est pas vrai, on est une petite cité neutre, c'est pas vrai, ils sont pas neutres, ils sont du côté de Sparte. Pacifique, ça c'est plutôt vrai, et sans défense, c'est complètement vrai. Et Athènes assiège Mélos, la femme, force sa reddition, tue tous les hommes et réduit les femmes et les enfants à l'esclavage et dit il n'y a pas de justice dans le monde entre puissances inégales. Le monde est mélien. Oui, Hein. on est bien La d'accord. justice n'est prise en compte dans le rapport des hommes que C'est la loi du plus fort. si il y a égalité. Et C'est dans la le loi cas du plus contraire, les forts exercent leurs lois et les faibles doivent s'y soumettre. Le monde est mélien. Ce que je déplore, c'est pas un ordre qui fonctionne. Oui, mais c'est une réalité. Mais c'est une réalité. Si vous- Eh bien, en mer de Chine, les Chinois aujourd'hui Ils sont tout puissants, sont en train de donc, démontrer Oui, c'est que ça. le monde est mélien. Et tous ceux qui disent mais non, mais la Chine, c'est un pays pacifique, l'Empire du Milieu, il n'a jamais voulu. Mais non, mais la Chine n'a pas envahi le monde parce que simplement, ils n'en étaient pas capables. Ils commencent à en être capables et ils démontrent en mer de Chine qu'ils sont totalement dans le dialogue mélien. Et donc, vis-à-vis de Montego Bay, ils appliquent les règles de Convo Bay, mais en considérant qu'ils sont tout seuls. C'est ça. Ce qui n'est pas le cas. Donc ça, oui, je crois que c'est très intéressant parce qu'on voit, parce que justement, puisqu'on va parler des espaces maritimes, on parle des espaces maritimes, il est important pour tout le monde de bien comprendre aussi comment c'est régi, comment ça fonctionne, parce que les interprétations sont un peu variables. Hein. On le voit avec, vous l'avez dit, là, et moi je pensais, je vous le disais tout à l'heure, dans le passage du nord-est entre on peut dire la Chine, par le nord, le long de la Sibérie, le passage qui va aller à permettre une route maritime nord, on voit pareil avec les Russes, mais qui disent c'est à nous. Maintenant, c'est plus simple parce que quand même, comme c'est à courte distance de leur terre et qu'il n'y a pas d'autres, il n'y a personne au nord. Montego Bay résout ces problèmes. Oui, mais oui, ce qu'on c'est ça. appelle les détroits internationaux. Oui. Et là encore, ensuite, vous plaquez, ou plutôt on aurait tort d'oublier le dialogue mélien. Hein. Et donc, il y a des règles internationales mises en place de manière intelligente par un multilatéralisme intelligent, et Montego Bay en est probablement l'un des meilleurs exemples. Et puis ensuite, il y a la bonne ou la mauvaise volonté des uns et des autres. Et ce que Montego Bay décrit comme un détroit international qui permet du coup le passage de tous, les uns ou les autres, les Russes en l'occurrence, disent « non, en fait, c'est chez moi ». Et là, soit ils sont suffisamment forts pour empêcher tout le monde de passer, soit il y a en face d'eux d'autres pays ou un ordre international qui tient la route pour leur dire non, ça ne se passe pas comme ça. Oui, c'est ça. Mais en fait, Montego Bay résout le problème. Ensuite, on l'accepte ou on ne l'accepte pas. On a la capacité ou non à le faire respecter ou non. C'est ça. Donc Montego Bay, pour ces zones-là, les détroits, les ZEE, c'est parfaitement réglé. Ce qui n'est pas réglé aujourd'hui, c'est que faire des eaux libres, ce qui est au-delà des limites de ZEE. Et d'ailleurs, l'ONU était censée travailler là-dessus, d'ailleurs je crois à travailler là-dessus cet été. Aucun accord n'a été trouvé parce qu'il y a une vraie opposition entre les différents pays, les pays riches et ceux qui ne le sont pas, ceux qui ont des territoires maritimes et ceux qui n'en ont pas, ceux qui disent tout ça c'est pour nous,
c'est plutôt la vision chinoise ou la vision russe, probablement la vision américaine aussi, les petits pays qui disent « et nous, et nous, et nous », ce qu'on peut comprendre, parce que la mer, c'est malgré tout le bien commun de l'humanité. Mais là, il faudrait, et là, ce n'est pas souvent le cas, bien comprendre ce que ça veut dire le bien commun. Le bien commun, vous avez ceux qui se disent « le bien commun, c'est ce qui nous appartient, à tous ». Donc on peut en faire ce que l'on veut, et y compris éventuellement le goretter, sans état d'âme. Et puis il y a ceux qui disent non, le bien commun, c'est d'abord ce qui est bon pour tous. Et donc s'il va falloir se partager ensemble, parce qu'on en a besoin. Le jour où tout le monde aura compris, les grandes puissances, à chaque individu, que la notion du bien commun, c'est d'abord celle de ce qui est bon pour tous, peut-être qu'on pourra faire progresser les choses. Mais aujourd'hui, donc, les eaux internationales, et en particulier ce qu'on va faire ou ne pas faire dans les grands fonds, ou plutôt ce que certains font déjà dans les grands fonds, ça n'est pas réglé par Montego Bay jusqu'à maintenant. C'est ça. Donc et là, c'est un enjeu terrible. Mais ça concerne les immenses espaces. Et j'ose espérer que d'abord le multilatéralisme verra là une application de sa nécessité et que les bonnes volontés, malgré l'ordre mélien, pourront s'exprimer. Mais si on n'a pas compris quel est le vrai sens de la notion de bien commun, c'est pas ce qui appartient à tous, le bien commun. C'est d'abord ce qui est bon pour tous. Vous avez, dans ce que vous évoquez là, on arrive au problème, à savoir, cet espace maritime, qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'on peut l'exploiter. Je pense par exemple à la pêche, c'est un problème général au niveau mondial. Il y a des zones encore où il y a vraiment des possibilités de pêche importantes, alors que d'autres ont été surpêchées, je dirais. Et dans ces zones-là, par exemple, les Chinois, on les trouve partout actuellement au niveau de la pêche, même dans les zones interdites d'ailleurs. Et surtout dans les zones interdites. Surtout dans les zones interdites. Comment peut-on assurer la surveillance et la sécurité de ces zones-là? Et j'ajouterais, pour la France, combien de bateaux? Moi, je me souviens, pour être précis, d'avoir été, la dernière fois que j'étais en Polynésie française, j'ai vu effectivement le patrouilleur qui était à Tahiti, et je me suis dit, est-ce qu'un patrouilleur est capable de surveiller toute cette zone? La réponse est non. La réponse est non. La réponse est non. Et avant ça, pour rebondir sur ce que vous disiez à propos des zones interdites, une zone interdite ou protégée qui n'est pas surveillée n'est ni interdite ni protégée. Donc ça, tant qu'on n'aura pas compris et admis ça, et la notion de zone protégée ou de zone interdite n'a aucun sens si on n'est pas capable de la surveiller. Et donc ces immenses espaces maritimes que, à juste titre, on doit protéger, on doit réguler, avec là encore l'espoir que la bonne volonté et l'intelligence des uns et des autres saura mettre en place des règles pertinentes, mais tout ça n'a aucun sens et n'aura aucune conséquence si derrière on ne sait pas le surveiller. Et pour répondre plus directement à votre question sur la marine française, quelle que soit sa bonne volonté, quelle que soit l'intelligence de sa gouvernance, quelle que soit la qualité de ses bateaux et de ses équipages, si elle n'a pas assez de bateaux, ce qui est le cas aujourd'hui pour surveiller tous ces espaces qui relèvent de notre responsabilité, pas seulement pour le profit de la France, mais pour le bien de l'humanité dans son ensemble, si on ne sait pas, si on n'a pas les moyens, et aujourd'hui nous ne les avons pas, de les protéger, tout cela est vain, sera vain et ne permettra pas de protéger cette mer qui représente 75% de la planète. La planète Terre devrait s'appeler la planète mer. Bon, je n'appelle pas de mes voeux qu'on la débaptise, mais elle devrait s'appeler la planète mer. L'avenir de l'humanité, la survie de l'humanité est là. C'est la première source de production d'oxygène, c'est le premier lieu de retraitement du carbone et du CO2. C'est là qu'on trouvera notre nourriture de demain, c'est là qu'on trouvera les médicaments de demain. Et ça, donc, croire qu'on ne l'exploitera pas, c'est totalement, non seulement c'est idiot, mais c'est criminel. Parce que lorsqu'on aura besoin de se nourrir, lorsqu'on aura besoin de boire, lorsqu'on aura besoin de vivre, tout s'effondrera, tous les principes s'effondreront. Et c'est pour ça que, bien en amont, il faut comprendre que la réconciliation entre l'économie et l'écologie est absolument nécessaire, parce que notre survie est là, mais que notre survie, que notre avenir ne pourra se dérouler là que si, en même temps et sans cesse,
on la protège, la mer. Or, tout ce qu'on fait sous l'eau a des conséquences terribles et bien souvent irrémédiables. Et donc, vous avez les pays qui en ont conscience, ils ne sont pas très nombreux, les pays qui sont prêts à se battre pour ça, et ceux qui aujourd'hui, et la Chine en est le premier exemple, mais pas que la Chine, la Russie, les États-Unis, le Canada, exploitent ce que l'on fait sous l'eau, ne serait-ce que pour effectivement, alors les nodules polymétalliques dont on parle depuis très longtemps, on ne fait pas encore grand-chose parce que c'est trop profond, mais tout ce qui correspond aux sources cobaltifères ou aux zones où vous avez dû souffrir toute la vie autour de ça, que sont en train d'exploiter les Chinois, c'est terrible parce que toute notre intervention est la plupart du temps irrémédiable. Et donc il faudrait s'imposer, c'est la position de la France d'ailleurs, c'est la position de la France, il faudrait s'imposer une sorte de moratoire, non pas pour ne rien faire comme trop d'écologistes le demandent et l'exigent en braillant, ce qui ensuite ne tiendra pas devant les réalités du monde, mais c'est la position de la France, c'est-à-dire une sorte de moratoire, de période où on va aller étudier bien plus qu'on ne l'a fait jusqu'à maintenant, quelles sont les conséquences de nos interventions. L'humanité interviendra sous l'eau. C'est juste... Oui, mais alors c'est quand même, ça ne se passera pas autrement. Problème. La question, c'est est-ce qu'on va le faire bien ou pas bien? On n'est pas en train de le faire très bien. Oui, parce que on voit, sur le plan de la souveraineté, on voit bien, nous avons, vous l'avez dit, nous sommes de fait la première puissance maritime, je dirais, sur le plan du contrôle des espaces maritimes mondial. Et donc, ça nous donne une souveraineté dans un domaine en tout cas évident. Et le problème, c'est qu'on n'est pas capable de l'imposer ou de la faire respecter parce qu'on n'a pas la marine suffisante pour ça. Parce qu'on n'a pas les moyens. Je résume un peu. Donc ça, il y a un problème de volonté générale, volonté politique, mais volonté générale. Il y a un vrai problème de volonté et qu'on a beaucoup de mal ensuite, non seulement d'ailleurs à formuler et ensuite à tenir. Vous savez, moi, on parle aujourd'hui et on dit que c'est très compliqué, alors que les pays occidentaux se sont engagés à remonter leur budget de défense à 2% du PIB. Oui. Et on nous explique que c'est quasiment impossible. Je sais que je suis un vieux monsieur, mais quand je suis rentré dans la marine, et je sais que c'était certes au siècle dernier, enfin néanmoins, c'est pas il y a si longtemps que ça. Non. Quand je suis rentré dans la marine, quand je suis rentré à l'école navale, la France consacrait pour sa défense 3,5% de son PIB. 3,5%. Je n'ai pas le souvenir que l'éducation nationale, la sûreté, la santé, la justice marchaient en France moins bien dans les années 80 qu'aujourd'hui. Il me semble même que c'est tout l'inverse. Et donc dans un pays où on consacrait 3,5% de notre budget à la défense, la justice, la santé, l'éducation nationale marchaient bien mieux qu'aujourd'hui, où on nous explique mais que c'est impensable de remonter à 2%, qu'on ne peut pas se le permettre, sincèrement. Sincèrement. On était à 3,5%, ça marchait bien dans les autres domaines. Aujourd'hui, on est à 1,5% et on peine à monter à 2%, on nous explique que ce n'est pas possible. Mais de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Et alors, pour aller dans votre sens, alors, je partage tout à fait ce que vous venez de dire, parce que pour aller dans votre sens, quand il y a une crise, et on l'a vu avec le Covid, on le voit maintenant avec les conséquences des sanctions. Quand il s'agit de trouver de l'argent, l'État est parfaitement capable de trouver de l'argent par tous les moyens, y compris en cassant tous ces systèmes de contrôle. Et là, alors qu'on voit qu'il y a une nécessité absolue d'intérêt général, eh ben, rien ne se passe. Et ça pose un vrai problème, parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, quand on regarde, est-ce que la France a une véritable politique de la mer? Et je pense qu'il faut sortir même de la marine, militaire. Il faut réfléchir sur le au niveau de la mer. On a un espace ensemble extraordinaire, on est les premiers. Est-ce qu'on l'exploite? On voit que nos marins-pêcheurs, on arrive à empêcher des bateaux de partir parce que dans des zones, on ne peut plus pêcher parce qu'elles ont été en surpêche. Donc il y a une politique, si vous voulez, de la mer qui fait que on joue sur les pêcheurs, on joue sur tout ce qu'on peut récupérer. Bon. Et je m'aperçois que chez nous, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne fait pas grand-chose. Un autre exemple qui me frappe, moi, c'est... vous parliez des écologistes. Les gens ne le savent pas, mais il y a une algue qui s'appelle la posidonie, qui est une algue qu'on trouve dans certaines parties des espaces maritimes français. Elle stocke 4 fois plus de carbone
que tous les autres systèmes. Hein, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on peut donc, on a des pieds, alors que nous on est en train de dire qu'il faut faire des économies, des restrictions, comme vous disiez là, on peut en définitive stocker du carbone de manière très importante avec des algues, avec cette algue qu'on appelle la posidonie, qui en plus produit plus d'oxygène, rend plus d'oxygène que les arbres qu'on a en surface. Bon. Qu'est-ce qu'on attend pour bouger? Ça, c'est des réponses, et on tire en partie des capacités maritimes. Donc, c'est très inquiétant de voir qu'en définitive, la France est la première puissance au niveau des espaces maritimes, et qu'en définitive, nous ne savons plus l'exploiter. Et alors, nous ne savons plus l'exploiter, d'autant plus que nous ne savons pas la contrôler parce qu'on n'a plus les moyens. C'est bien ça. C'est dramatique. Et là, ça, d'abord, nous ne connaissons pas suffisamment la mer. Vous parliez effectivement de cette algue. 90% des fonds marins ne sont pas connus. 90% des fonds marins ne sont pas connus. 90% de la biodiversité marine n'est pas connue. Donc déjà, c'est juste effarant. Et on dépense des milliards pour aller sur Mars, où, à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup d'oxygène et on ne recycle pas du carbone. Exactement. Donc c'est juste aberrant. À part flatter l'ego de quelques milliardaires dont la vision du monde est plus que contestable, et 90% des fonds marins ne sont pas connus, 90% de la biodiversité marine n'est pas connue. Alors que, comme vous le disiez avec l'exemple de ces algues, avec des tas d'autres choses, est-ce que vous connaissez le ver arénicole? Le ver arénicole, vous savez, c'est ce petit ver qui fait des trous sur la plage à marée basse. Eh bien, il se trouve que son hémoglobine, totalement compatible avec le sang humain, stocke 4 ou 5 fois plus d'oxygène que le sang humain. Donc vous voyez les choses absolument incroyables qu'on peut faire pour la médecine avec le ver arénicole, avec ces algues effectivement qui stockent le carbone. Il remplace. Vous avez raison. Il y a le monde post-antibiotique. Oui, mais attendez, je vous arrête une seconde parce que cette histoire du ver est pour moi un exemple extraordinaire de ce que nous sommes arrivés à faire, parce que les Français ont trouvé comment utiliser le sang, on peut dire, de ce ver pour remplacer le sang humain. Et en plus, à la différence du sang humain, on peut le stocker en poudre. Donc, si je me souviens bien. Donc, il a tous les avantages. Il est compatible, il a tous les avantages. Ça fait 10 ans qu'on en parle, que les brevets ont été déposés. Il n'est pas sorti. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il faut dire les choses comme elles sont, parce que les organisations administratives françaises du sang ne veulent surtout pas voir arriver un produit qui va détruire toute leur organisation de collecte du sang, de stockage, de traitement du sang. Et donc, c'est une administration qui est en train de bloquer un projet révolutionnaire qui permettrait d'aller plus loin. Une fois de plus, on se dit, mais où va-t-on? La mer est devenue, ce que vous dites, vous êtes marin, alors en plus vous le ressentez beaucoup mieux que nous, mais la mer est devenue, dans notre pays, un élément essentiel pour la nourriture aussi. On le voit bien avec les fermes marines, avec tout ça. On a le premier territoire maritime au monde, on ne cesse de le répéter, et on importe du poisson. Une question qu'on peut se poser. C'est là où ça va pas. On importe du poisson. On est bien d'accord. Il y a un problème. Exactement. Il y a un problème de reconnaissance de ces problématiques. Il y a un problème de grandes difficultés de ceux qui nous gouvernent de tous bords à comprendre ces enjeux et à les saisir. Il y a un problème à penser autrement et regarder demain. On commençait à l'évoquer. Dans ce monde post-antibiotique qu'il va falloir inventer, puisqu'on voit bien que les antibiotiques, on commence à en être saturé, je ne suis pas un spécialiste de la question, donc j'en parle probablement très mal, mais qu'ils ne répondent plus à nos besoins. Il y a des millions de virus marins qui seront probablement des réponses très intéressantes. On s'y intéresse pas assez parce que, comme vous le disiez, les lourdeurs administratives, l'incapacité à s'organiser pour fédérer tout ça, pour générer des solutions beaucoup plus simples et plus rapides. Le ver arénicole et la société qui y travaille, je sais que la marine américaine s'est intéressée à eux. Ah oui, mais... Mais pas nous. Mais comme pour tout. Mais pas nous. Mais c'est ce qui est désespérant, c'est que moi je vois dans cette affaire-là, ça m'a beaucoup intéressé. C'est pour ça que je vous en parle, parce que moi ça m'a vraiment aussi beaucoup intéressé cette affaire. Une fois de plus, moi je suis convaincu que tel que c'est parti, on va avoir les étrangers qui vont racheter le projet
Alors même si l'inventeur et son équipe veulent le regarder français, à la fin, quand vous n'y arrivez pas, ben, vous cédez aux sirènes ailleurs, et puis on se retrouvera avec... Vous savez, ben, là, dans un domaine qui n'a rien à voir, mais le domaine des missiles hypersoniques, vous voyez que je change complètement de sujet. Aujourd'hui, on ne sait pas arrêter les missiles hypersoniques russes et chinois, d'ailleurs. Bon. Ce qui est terrible, c'est de savoir que la technique, elle a été inventée par les Français dans les années 60-70. Et qu'on l'a laissé partir parce que personne n'y a cru. C'est un vrai problème. Quand on voit ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est cette absence de prise en compte réelle de nos capacités maritimes, de notre potentiel maritime, c'est un peu désespérant. Alors il y a une question que je voudrais vous poser, parce qu'on évoque beaucoup de choses. Et alors au niveau européen, parce qu'au niveau européen, les autres, ils ne sont pas comme nous, au niveau maritime. Hein, les pays d'Europe... ils ont une côte, ils ont des espaces, mais c'est tout petit par rapport à nous. Donc est-ce que c'est pas, alors dans le cadre, est-ce que nous n'avons pas de ce côté-là une capacité que nous pouvons apporter à l'Europe qui pourrait être très intéressante, mais sur laquelle, bien entendu, on garantirait quand même notre souveraineté, mais dans un cadre européen? Je suis archi convaincu que vous avez raison. Il y a une vraie nécessité d'inscrire notre politique maritime au service de l'Europe dans son ensemble. Il y a un besoin terrible de nous unir. Je veux dire qu'aujourd'hui, plusieurs pays européens développent une frégate différente alors que les besoins sont quand même globalement les mêmes. C'est n'importe quoi. Enfin, qu'on n'ait pas fait l'Airbus du naval, c'est à pleurer. C'est à pleurer. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi on ne s'est pas allié plus vite, en particulier avec les Italiens, hein, puisqu'entre Naval Group et Fincantieri, bon, là encore, je ne suis pas un spécialiste du sujet, mais il y a 2 très beaux chantiers navals. J'ai tendance à penser qu'une alliance franco-italienne forte et intelligente dicterait ensuite sa loi, en particulier à l'Allemagne et aux armateurs allemands. Donc je ne comprends pas qu'on n'ait pas cette vraie volonté, qu'ensuite on ne mette pas les choses dans l'ordre pour agir sereinement, intelligemment et bâtir, mais que l'Airbus naval n'ait pas été fait alors qu'on est en 2022, enfin c'est à pleurer. C'est à pleurer que les pays européens, et c'est un des drames de ce qui se joue, ou des conséquences du conflit ukrainien en ce moment, dans leur majorité considèrent que leur défense va être assurée par les États-Unis, ce qui est un bien grand risque à prendre sur le long terme. Tout ça en plus pour enrichir l'industrie de défense américaine. Pour moi, c'est même pas un risque sur le long terme, c'est une débilité présente. C'est juste invraisemblable. Que ça tue nos propres industries mais bien de sûr, défense et qu'elles vont évidemment. disparaître. Mais évidemment. Évidemment, si vous n'avez pas de clients, ben vous Donc mourrez. tout ça me paraît absolument triste et plus grave encore, dramatique sur le long terme, oui, bien sûr. Mais bien sûr qu'il faut que l'Europe comprenne que c'est une chance inouïe pour elle d'avoir la France avec cet immense territoire maritime, complété par celui des autres pays, mais je veux dire, l'essentiel est là. Il faut que... Déjà, vous voyez combien cette France qui a ce premier territoire maritime, dont la métropole est baignée par 3 mers, a du mal à comprendre son destin maritime. Vous imaginez bien que le reste des pays européens, en particulier ceux de l'Est, qui... Ça, je veux bien leur accorder. Aujourd'hui, ont les yeux tournés, pas vers la mer, mais vers le Caucase et l'Est. Ça, je comprends bien. Mais c'est dramatique qu'on ne sache pas mieux faire comprendre ça, parce que là encore, et on le disait tout à l'heure, nos problématiques de demain, notre avenir, il est là, bien plus que... Ce qui est terrible, c'est qu'en définitive, si on regarde l'Europe, on a la Mitteleuropa, la vieille histoire de la Mitteleuropa avec l'Allemagne et les pays du nord de l'Europe proche de l'Allemagne. On a les pays du Sud qui ont une véritable surface maritime, et nous en particulier avec tout ce qu'on a à côté. Et en définitive, nous ne jouons pas là-dessus, alors que c'est notre capacité majeure par rapport à une Allemagne qui n'a pas cette possibilité. Donc si on veut créer une différence ou rééquilibrer au niveau européen l'Allemagne avec les pays du Sud et en particulier avec la France, ça serait un élément essentiel de ce rééquilibrage. Or honnêtement, on ne peut pas dire qu'on ne voit pas, hein, c'est moins qu'on puisse dire. C'est une remarque de simple observateur du monde, hein, qui en plus a navigué une grande partie de sa vie sur les mers et donc n'était pas les pieds dans la glaise, mais
je ne comprends pas que dans cette construction européenne, la France n'ait pas beaucoup plus joué la carte d'une alliance, pas contre les autres, mais au service de l'ensemble, mais avec l'Espagne et l'Italie, oui, mais qui on sont joue donc sur des nos pays capacités. maritimes. Mais quelles sont aujourd'hui les images de la France en Italie et en Espagne Non, c'est pas terrible. Mais donc je ne comprends pas qu'on n'ait pas joué depuis toujours une alliance plus forte et très naturelle pour 1000 raisons. La langue, effectivement, cette connexion aux mers, cette histoire commune, avec l'Espagne et l'Italie, pour tous les trois ensemble, peser plus sur cette Mitteleuropa que vous évoquiez, et qui, elle, a du mal à voir la mer. Et là encore, je me répète, clair, déjà, nous qui avons les pieds dans l'eau, on a du mal à comprendre ça, ouais, donc vous pensez bien que... Je ne sais plus s'il y a un ministère de la mer, mais il y a toujours eu un ministère de la mer en France. Non, pas toujours. Pas toujours. Non, mais alors, votre question est très intéressante et pour quel ça. était son rôle et qu'est-ce que... est-ce que sa mission était de développer, par exemple, l'économie à La Réunion, aux Antilles, en Nouvelle-Calédonie? Parce qu'on a toujours l'impression que c'est partout. Alors, c'est très compliqué parce que c'est une excellente question et qui est au cœur de cette problématique. C'est un sujet compliqué pour plein de raisons. D'abord parce qu'il y a un problème de vision. Et ensuite, vous rajoutez à la problématique de la vision le crétinisme villageois gaulois qui, depuis toujours, fait que nous nous battons. Et nous sommes jaloux des prérogatives des uns et des autres. Le problème de vision, c'est que la mer, il n'y a pas de sujet plus transverse. Donc, confier le sujet de la mer à un ministère, c'est pas forcément en théorie. Et moi, je pense même qu'en théorie, ça n'est pas la solution idéale, parce que ça touche à tellement de domaines. Ça touche à l'écologie, ça touche au transport, ça touche aux énergies. Donc, il fait quoi, le ministère de la mer, et quel périmètre on lui confie? Et quand vous rajoutez à ça le deuxième problème que je soulignais, qui est celui de cette jalousie gauloise permanente, eh bien, vous avez le ministère des Transports qui existera toujours, qui va dire, mais de quoi il s'occupe au ministère de la mer? C'est mon boulot. Vous avez le ministère en charge de l'énergie qui va dire, mais c'est mon job. Pas... Donc c'est très compliqué. Donc, en théorie, l'organisation française, celle qui existe depuis très longtemps, parce que le ministère de la mer, en fait, il y en a eu peu, très peu. Ministère ou secrétariat, c'est un secrétariat, mais peu importe, simplifions le problème. Il n'y en a pas eu tellement souvent. Et donc, il y a un vrai problème de vision. Et donc, la solution française théorique, c'est celle du secrétariat général pour la mer. Il y a 4 secrétariats généraux en France. Il y en a un, c'est celui du gouvernement, il y en a un sur l'Europe, il y a celui sur la défense et la sécurité nationale, et le 4e, c'est la mer. Et ce sont des sujets dont on a pensé, à mon avis, à juste titre, en théorie, la vie n'est pas théorie, que c'était trop transverse pour être confié à un ministère tout seul, d'où les secrétariats généraux qui sont censés être des structures transverses. Donc c'est une très bonne vision théorique. Le problème, c'est que tant qu'on ne mettra pas à la tête, et ce que je veux dire n'est pas une injure pour ceux qui ont exercé cette responsabilité, c'est juste un constat, tant qu'on n'y mettra pas à la tête du secrétaire général pour la mer des poids lourds de la politique, ce SGMR restera une structure technocratique au bon sens du terme, qui fait du très bon travail, mais qui n'a pas le pouvoir et qui ne pèse pas réellement sur la gouvernance. C'est pour ça qu'on peut se dire que, compte tenu de ce fait, tant qu'on ne mettra pas à la tête du SGMR des ténors de la politique, la solution du ministère de la mer ou d'un secrétariat à la mer, effectivement, dans la vraie vie, est peut-être plus intéressante. Moi, je la trouve moins intéressante en théorie, mais dans la vraie vie, sauf que là, d'abord, c'est un choix politique qui a été fait peu souvent, et ensuite, ce pauvre ministère de la mer, ce pauvre secrétariat pour la mer, eh bien, il est en but aux jalousies des autres périmètres qui lui disent « Eh oh petit, de quoi te mêles-tu » Et donc, c'est compliqué. Mais du coup, ça ne permet pas de résoudre les problématiques que vous souleviez. Vous venez de dire, à mon avis, on arrive à la fin de cette émission et vous avez, je crois, mis le point sur ce qui me paraît en définitive une synthèse de tout ce qu'on vient de dire. C'est que il faut un politique qui soit convaincu. Et au plus haut échelon, là, il faut quelqu'un, ou un groupe, ou un ensemble, qui soit convaincu par l'intérêt de la mer. Sinon, est-ce que c'est possible? Alors je pense qu'il y en a eu, dans l'histoire, il y a eu des hommes politiques qui ont
des grands hommes politiques qui avaient cette compréhension de la mer. Et je crois qu'il y en a un que vous me citiez tout à l'heure, mais j'aimerais que vous nous le rappeliez, c'était la vision du général de Gaulle. Oui, alors je vais finir par lui, parce qu'effectivement, c'est probablement une très bonne conclusion. Mais effectivement, vous avez complètement raison. Il faut un homme ou une femme, dans l'histoire de France, pour l'instant, ça a été que des hommes, mais un homme politique qui comprenne ça. En fait, premier point, mais je vais bien répondre à votre question, toute l'histoire du monde démontre bien qu'il n'y a pas de grande puissance qui ne fut maritime. Vous n'êtes pas maritime, vous n'êtes pas une grande puissance. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, il n'y a pas de grande puissance maritime qui n'ait pas eu la chance d'avoir effectivement eu la vision d'un homme politique au sens le plus noble du terme fort. Dans l'histoire de France, premier, c'est probablement Richelieu, puis Colbert. Colbert, indiscutablement. Ensuite, sous Louis XV, pour simplifier, parce que c'est un peu plus loin, je vais dire Choiseul. C'est d'ailleurs ce qui donne à la France cette marine qui va permettre l'indépendance des États-Unis. Hein, il ne faut pas l'oublier. Et Napoléon III, qui dans ce domaine, il est critiquable dans beaucoup de domaines, et d'ailleurs il était très mauvais à terre, mais dans ce domaine, il avait une vraie compréhension intelligente. Mais s'il n'y a pas une vision politique extrêmement forte et accompagnée d'une action politique, et là nous renvoie tous aux commentaires qu'on a fait sur SGMer, ministère de la Mer, il ne se passe rien. Et puis effectivement, et je terminerai par là, il y a un homme qui est assez étonnant dans de nombreux domaines, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, mais qui est vraiment étonnant. C'est le général de Gaulle, qui a complètement compris ça. C'est d'ailleurs celui qui donne à la France cette dissuasion nucléaire. C'est très intéressant la construction de la dissuasion nucléaire française, parce que ça prouve bien que quand on veut, on peut. Parce qu'un pays qui sort de la guerre, qui est encore meurtri, qui n'a pas beaucoup de ressources, d'un seul coup se lance dans le programme le plus complexe qui soit pour l'humanité. Il n'y a pas d'objet plus compliqué, plus complexe construit par l'homme qu'un sous-marin nucléaire lanceur d'engins. Il n'y a rien d'équivalent. Et en 10 ans, j'exagère à peine, en 10 ans, on part de rien et la France bâtit une dissuasion nucléaire. Donc c'est absolument hallucinant. Mais parce que c'était porté, donc je réponds bien à votre question, c'était porté par la vision et la volonté d'un homme politique d'envergure et qui disait, donc ça sera ma conclusion, parce que plus j'y réfléchis, plus je pense que c'est vrai. Et c'est en fait une synthèse de toutes nos discussions. Le général de Gaulle disait, il existe un lien multiséculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde. Et lorsqu'on réfléchit aux problématiques maritimes, on s'aperçoit qu'il avait complètement raison. Amiral, je crois que c'est une magnifique conclusion, auquel je me permettrai d'ajouter le philosophe grec qui disait « là où il y a une volonté, il y a un chemin », parce que c'est le complément de ce que vous venez de dire, de passer à l'action une fois qu'on a conçu ce qu'il faut faire. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous, et je pense et j'espère pour nos auditeurs qu'ils auront appris beaucoup de choses sur les espaces maritimes contrôlés par notre pays. Eh bien, effectivement, merci pour encore cet espace de liberté qui nous importe tous, et d'après ce que j'ai compris, c'est peut-être notre devenir, notre futur. Et je vous propose de nous suivre sur OpenBox TV pour l'ensemble de nos émissions, car sur OpenBox TV, le soleil ne se couche jamais. Merci et à bientôt. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur OpenBox TV et vraiment nous tenions à vous en remercier avec Alain Juillet. Et nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir sur Tipeee pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt.